De retour sur ce beau plateau de l'Occitanie Sport 2021 pour cette deuxième table ronde, les amis, cette fois avec, en termes de, je ne lis pas mes fiches, vous avez vu, en termes, c'est le sport, l'e-sport, l'influence média, quels effets sur les consommateurs. Encore une fois, j'ai envie de vous dire que c'est une thématique qui est assez large, encore une fois, sur le sport et l'e-sport, les similitudes. Cette fois, j'ai changé d'intervenant. Avec moi, s'il vous plaît, eh bien, Kayane. Coucou Fred. Alors, Kayane, animatrice, joueuse professionnelle, businesswoman. Toi aussi, un petit peu le Jarod de l'e-sport. Tu fais tout, quoi. Non, je suis un peu tout, ouais. Joueuse professionnelle, organisatrice d'événements, effectivement, animatrice. Kayane, merci d'être avec nous sur ce plateau de l'Occitanie Sport. Merci beaucoup. Merci. Je pense que tu as énormément de choses à dire sur cette thématique. À mon avis, oui, j'ai envie de te dire que tu es quand même dans le game depuis quelques années. On me l'a dit beaucoup ce week-end, hein. Ça fait 20 ans. Mais alors, j'ai envie de dire que Marie, c'est un petit peu le Highlander de l'e-sport. Elle ne change pas. Ah, tant mieux. Il y a 15 ans, tu étais pareil. Tu ne changes pas, Kayane. Et c'est pour ça que je te dis, tu représentes vraiment, je pense, l'e-sport depuis le début en France. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc c'est pour ça que c'était super important que tu sois avec nous pour cette table ronde. Je pense que l'e-sport rajeunit, hein, parce que Samy, Werfeli, Désiré aussi, hein, ça fait 15 ans que je les connais. Ils n'ont pas changé aussi. Et eux aussi paraissent jeunes. Ça, c'est parce que j'ai envie de retravailler avec eux. Ils sont plus vieux, en vrai. Je le dis. Marie, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. À tes côtés, nous avons Max Richer, c'est bien ça? C'est bien ça. Max Richer, chargé du développement commercial chez Sporeo, donc qui fait du merchandising et des articles de sport. C'est bien ça? C'est ça. Max, ça va? Ça va, je suis un petit peu nerveux, Max. Un petit peu, mais ça va. C'est bon, ça va aller. T'inquiète, Max, ça va très bien se passer. Super. Je vous dis, c'est une conférence qui va être assez chill, hein, donc t'inquiète pas, Max. Ça va très très bien. En tout cas, un plaisir aussi de t'avoir à nos côtés sur ce petit plateau. Je pense que tu as énormément de choses à dire aussi. Bien sûr. On parlait tout à l'heure des sponsoring, partenaires et autres. Je pense que tu vas avoir ton mot à dire là-dessus. À tes côtés, Mehdi El Ali. Oui, bonjour. N'écorche pas ton nom, c'est bien ça, Mehdi El Ali. Mehdi El Ali, donc CEO pour NewGo eSport aussi, donc gestion de l'influence des marques dans l'e-sport. Oui, c'est ça. On a une agence de communication qui s'intéresse au gaming et à l'e-sport. Et on a développé également une application d'influence où nos influenceurs ne sont pas des personnalités, mais des clubs e-sport. Ok, très bien, voilà. On va en parler. Alors justement, à vos côtés aussi, normalement, il n'est pas en présentiel, malheureusement. Il est à distance. Il y a Stéphane Ottine. Est-ce que Stéphane, tu es avec nous? Oui, je suis là. Comment ça va, Stéphane? Alors, Bonjour Stéphane, CO, LDLC Event, LDLC OL, donc vous voyez, vraiment sport, e-sport. Stéphane, c'est un plaisir de te revoir encore avec nous sur une table ronde, là. Encore, je ne sais pas du coup si c'est... mais non, justement, c'est pas péjoratif, c'est justement au contraire. Sur un événement. Je suis heureux que tu sois avec nous encore pour une table ronde sur l'univers, sur la thématique de l'e-sport et du sport. Donc, c'est vraiment un très très grand plaisir encore une fois de t'accueillir avec nous, malheureusement à distanciel. J'espère peut-être une autre fois en présentiel, mais ne le sois pas, il n'y a aucun problème. Alors, je vais commencer avec une question pour toi, Max. On parle beaucoup des marques dans le merchandising et autres. Est-ce que c'est vraiment des opportunités dans le sport et dans l'e-sport? Je pense que ça l'est dans le sport en général et dans l'e-sport, c'en est à devenir. Nous, chez Sporeo, on développe l'image de l'événement pour développer l'image de marque. Mais au-delà de ça, on peut voir que rien qu'avec tout le sponsoring via les marques, par exemple même Team Vitality qui fait sponsoriser ses maillots par Adidas ou ce genre de choses, je pense que c'est un réel enjeu que tous les acteurs de l'e-sport développent leur merchandising avec ce type de marque-là, qu'elles soient petites ou grosses, mais au final, le merchandising, c'est quelque chose qui fait rayonner la marque et ça fait vivre la marque toute l'année au travers de nombreux supports. Enfin, rien que des goodies, déjà, c'est déjà super bien et voilà. Mais du coup, on parle de marques, des marques connues, on parle de merchandising. On a besoin d'avoir ce partenariat de marques connues où on peut très bien faire du merchandising sans avoir à côté une marque qui va pouvoir sponsoriser tout ça.
Je pense qu'on n'a pas besoin de marques connues pour ça. Nous, on développe l'image de l'événement, des détenteurs de droits, au travers de produits. Nous, on ne sommes pas une marque connue, et pourtant, on le développe de manière qui est assez bonne, à mon sens, et on le fait de manière le plus RSE possible. C'est-à-dire qu'on applique les enjeux de la société actuelle sur le merchandising. On travaille avec des produits français, des produits en coton recyclé, en coton biologique. C'est vraiment, je pense, des enjeux. Et on sait que le merchandising, c'est une part énorme dans l'e-sport et dans le sport aussi. Parce que moi, je viens du sport, et oui, voilà, notamment dans le cyclisme. Nous, on travaille avec le Tour de France, avec des gros événements de cyclisme. Et on voit que les gens sont friands de ça. Donc je pense que dans l'e-sport, c'est déjà très développé, mais on peut encore faire mieux et de le faire de manière responsable. C'est un gros marché, ou ça peut être un gros marché, l'e-sport, à l'heure actuelle, pour vous? À l'heure actuelle, pour nous, ça peut être un gros marché. On n'a pas encore un pied dedans. J'espère à l'avenir, grâce à Hugo et l'aide de l'agence e-sport, mais je pense que ça peut le devenir vraiment. Toi, tu vois un petit peu, alors je passe sur toi, Kayane, parce que justement, tu le vois un petit peu, tout ce qui est marque, Red Bull, les Red Bull Comité et autres, tout ce qui est merchandising et autres, et tu vois peut-être ces opportunités justement dans le sport e-sport. Qu'est-ce que tu en penses de ces marques qui commencent à arriver justement dans l'e-sport et qui sont là peut-être pour mettre des billes, qui sont là pour sponsoriser, pour faire des partenariats avec des très grands joueurs? Comment tu le vois, toi? J'ai été athlète Red Bull en 2014, donc ça fait quelques années maintenant. Mais pour moi qui suis dans le jeu de combat, être associé à Red Bull qui fait des sports extrêmes, qui fait des sports un peu plus niches, mais qui ont une très grosse communauté si on les connaît bien, s'associer à des jeux de combat, pour eux, ça faisait extrêmement sens. Ils ont le Red Bull Comité à côté, qui est un événement pro jeu de combat, où ils vont faire un show international à la salle Wagram, là où des boxeurs se fightaient. Et là, ils ont mis des jeux de combat, ils ont mis Street Fighter V, et ils ont voulu recruter des athlètes e-sportifs pour représenter sur des jeux de combat, là où à cette époque-là, en plus, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas beaucoup de marques qui s'intéressaient aux joueurs de jeux de combat parce que ça faisait trop niche de l'e-sport. On est souvent associé à de la violence en plus, alors que c'est surtout des arts martiaux. C'est fou que tu dises niche de l'e-sport. Quand on voit maintenant l'engouement du jeu de baston dans l'e-sport, mais par rapport à Fortnite, League of Legends, on sera toujours la niche de l'e-sport. Mais en même temps, c'est pas grave, on a grandi comme ça, on a grandi grâce au tissu associatif. Et du coup, voir des grosses marques comme ça, comme Red Bull, qui se disent en fait, personne s'intéresse à eux, à cette niche de l'e-sport, donc on va s'y mettre. Et ça a vraiment donné un gros coup de boost, parce que derrière, tu as des gros shows à l'américaine qui sont incroyables, qu'on n'avait jamais vus avant pour nous. Et derrière, ça va permettre à de grosses marques, aux concurrents comme Monster, de venir s'implanter, parce qu'ils se disent oui, mais on ne va pas laisser Red Bull tout seul dans ce créneau-là. Et c'est comme ça que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont avancé dans l'e-sport, dans les jeux de combat. C'est avec de grosses marques comme ça qui se sont dit bon, il y a vraiment personne, on va s'y intéresser, on va faire quelque chose de grandiose que personne n'a fait dans le monde. Et c'est pour ça que ils font partie des précurseurs, Red Bull? Ils font partie vraiment des précurseurs En tout cas, dans le jeu de combat, oui, c'est sûr. D'accord, ok. Alors c'est intéressant ce que tu disais, parce que tu faisais l'amalgame entre Red Bull, donc, qui sponsorisait des sports extrêmes et autres, le jeu de baston, qui est assez dynamique, on est vraiment dans une thématique quand même d'affrontement et autres, c'est très dynamique, un petit peu comme les sports extrêmes. Je voulais venir justement à ça, Mehdi, est-ce que tu penses qu'il y a des choix à faire pour les structures sur justement les marques sur lesquelles elles doivent s'attacher? Oui, alors d'ailleurs, pour reprendre cette histoire de marché de l'e-sport et de marché de la publicité en ligne, il faut quand même savoir qu'en France, c'est quand même 45 000 annonceurs qui sont sur le marché du digital. Et dans l'e-sport, si on les compte, globalement, on est loin du compte. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup à aller chercher, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et ça, c'est un premier point. Et je pense que c'est important qu'on soit suffisamment nombreux pour aller convaincre les marques d'investir dans l'e-sport. Après, concernant les jeux et concernant les orientations, effectivement, je constate, et notre équipe constate, et puis je pense que c'est valable pour tout le monde, qu'il y a des jeux qui sont plus ou moins acceptés. Il y a des jeux qui sont plus ou moins, qui véhiculent une image plus ou moins positive. Alors, Mehdi, juste te coupe. Tu veux dire par là qu'il y a encore des marques qui sont réfractaires sur certains jeux, c'est ça? Complètement. Ouais. D'accord. Alors, ça fonctionne pas a priori, puis aussi il y a ces histoires de Peggy, Peggy 16, Peggy 18 pour certains jeux. Mais même sans compter ça, il y a certains a priori
qu'il y a sur certains jeux. Et puis il y a des jeux qui sont plus connus que d'autres. Il y a des jeux comme Mario Kart par exemple qui paraissent très familiaux, donc ça tout le monde connaît, même les grands-parents connaissent. Il y a des jeux plus nichés comme Overwatch où là tout de suite les yeux s'écarquillent et les marques ne savent pas de quoi ça parle, alors que l'audience est là. Et même peut-être davantage que Mario Kart. Alors c'est très étonnant qu'il y ait une sorte de différence entre ce que vit le marché de l'e-sport et ce que vivent les e-sportifs, c'est-à-dire que l'audience elle est sur Overwatch et la perception qu'ont les marques en se disant mais moi je ne connais que Mario Kart. Donc en fait c'est valable pour tous les jeux, c'est-à-dire qu'il va falloir sélectionner vraiment son jeu, et moi j'invite les clubs e-sport, et je sais qu'il y en a qui nous regardent, qui sont même là en face de nous, je les invite vraiment à bien sélectionner leur jeu pour travailler les valeurs sur lesquelles ils peuvent véhiculer des messages. Et comme ça ils pourront choisir leur sponsor. Alors justement, moi tu parlais tout à l'heure d'éditeurs, d'accord? Tu as cité Mario Kart, on pense à Nintendo, on pense à Riot, Epic Games, tout ça. Est-ce que ces éditeurs ont leur mot à dire sur les partenariats, les marques qui pourraient être, comment dirais-je, accrochées à leur jeu? Alors, est-ce que demain, une structure dit « Oh, j'aimerais bien que, je sais pas, moi je dis une marque au hasard, Levi's soit mon partenaire, une structure, je parle, mais l'éditeur arrive et leur dit « Nous, on n'aime pas Levi's, on veut pas que ça soit ça ». Est-ce que ça existe, ça? Alors, récemment, il y a eu un tournoi qui s'appelle le WePlay, UFL, qui s'est déroulé en Ukraine, où moi j'ai participé en tant qu'analyste. Et ça a été un des plus gros shows qui a jamais existé pour les jeux de combat. Et puis là, ils font sur d'autres jeux. Mais le truc, c'est que derrière, le sponsor, c'était OneXBet. C'était OneXBet, c'est des paris en ligne. Oui, d'accord, je vois. Mais derrière, le financement de cette plateforme-là, c'est un peu mafieux ukrainien. D'accord. Et le truc, c'est qu'il y a eu tellement de scandales, tellement d'articles autour de ça, que les éditeurs comme Bandai Namco et Warner Bros se sont concertés pour ne pas faire de tournois, enfin ne pas autoriser en fait WePlay à faire de tournois sur Soul Calibur, Tekken et Mortal Kombat. C'est un manque à gagner en plus. Hein. C'est un gros manque à gagner. C'est le WePlay qui a organisé tout ce tournoi-là. Les éditeurs n'ont pas voulu discuter plus que ça avec WePlay. Ils ont dit c'est non catégorique. Ils ont fait une communication en disant on n'autorise pas ce tournoi à utiliser nos jeux. Derrière, tous les joueurs sont ultra déçus parce que il n'y a jamais eu autant de cash prize, je pense, en invitational. Il n'y a jamais eu autant de traitement humain aussi vis-à-vis des joueurs, parce que c'était en plein Covid, on nous a invités, mais pendant une semaine on était vraiment comme des princes. On n'a vraiment pas eu ce traitement-là ailleurs, et là en fait ça punit les joueurs, et derrière les éditeurs veulent pas discuter avec WePlay, et WePlay veut discuter avec les éditeurs en disant est-ce que vous autoriseriez un tournoi sans OneXBet, sans ce sponsor-là qui vous dérange. Mais même l'éditeur ne veut pas discuter de ça. D'accord. Alors justement... oui, ils ont leur mot à dire. Ils ont même leur mot à dire sur le comportement des joueurs. Bien sûr, on ne va pas tolérer le harcèlement sexuel et moral. Normal. Mais il peut y avoir des cas où je trouve que ça va loin. Ça peut aller jusqu'à... la vie privée de certaines personnes qui va être rendue publique, telle personne va faire ci dans sa vie privée, du coup on va le bannir des tournois alors que ça concerne sa vie privée. Je pense que des fois ça va extrêmement loin, mais en tout cas oui, l'éditeur a complètement son mot à dire sur le comportement de ses joueurs, et il a totalement le droit de bannir un comportement qu'il ne tolère pas, même quand c'est dans la sphère privée. Alors ton avis toi, mais juste par rapport aux marques, et pas tout ce qui est à côté. Ton avis à toi en tant que joueuse, tu trouves que c'est normal par rapport à cette affaire en Ukraine, justement, tu trouves que c'est normal que ces éditeurs aient dit non, nous on refuse de travailler avec vous parce que voilà, derrière il y a peut-être Anguille sous roche. Enfin, en même temps j'ai envie de te dire oui, ça paraît normal parce que si c'est mafieux, réellement ça me paraît logique. Mais tu trouves qu'il y a des abus quand même ou pas? Tu penses que ça pourrait être régulé ou pas? Non, je pense qu'une discussion devait avoir lieu, elle aurait dû avoir lieu, et moi je ne comprends pas en fait cette volonté de ne pas discuter, alors que l'organisateur était prêt à ne plus avoir ce sponsor-là qui dérangeait. D'accord. Donc ils étaient vraiment très conciliants, et les éditeurs derrière ne communiquent plus rien, donc franchement on ne sait pas trop ce qui s'est passé derrière, mais voilà, je trouve que ça punit énormément les joueurs.
qui, en plus en pleine période Covid, en plus il n'y a plus l'Evo avait la en l'année possibilité prochaine. de pouvoir. On avait la possibilité d'avoir un show, de motiver la communauté, et derrière, parce qu'ils ne veulent pas communiquer, on se retrouve avec plus grand chose d'international. Très bien. Mehdi, alors excuse-moi, parce que du coup, tu voulais répondre justement à ça. Non, il n'y a pas besoin de s'excuser. Non, il n'y a pas de souci. J'ai pas grand-chose à rajouter, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a trop d'acteurs et il y a peu de communication. D'accord. Je pense qu'il y a une verticalité qui est complètement hégémonique en faveur des éditeurs. C'est-à-dire qu'ils ont carrément le dernier mot. Et nous, en tant qu'agence, on se positionne presque dans le dernier maillon de la chaîne. Donc finalement, on subit. Plus qu'on intervient, et ça c'est un peu dommage. Moi j'aimerais qu'on se mette autour d'une table régulièrement, qu'on en discute, que les éditeurs soient accessibles aussi, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois ils rédigent leur politique de sponsoring, de visibilité, etc., mais sans qu'on soit au courant. Et c'est une fois que le fait est accompli qu'ils prennent la décision, et là on se retrouve dans la panade avec nos partenaires, c'est-à-dire les marques, les clubs e-sport et même les organisateurs d'événements, etc. Donc ça c'est très compliqué, et je pense qu'il y a une nette amélioration à faire et un travail à faire de ce côté-là, clairement. C'est fou qu'il n'existe toujours pas en fait de, comment dirais-je, de structure relationnelle qui mettrait justement en relation ces éditeurs avec ces organisateurs d'events, c'est les structures e-sportives et autres. C'est quand même fou. L'e-sport est en pleine émergence, et pourtant on a l'impression qu'il y a encore des fossés. On a l'impression d'être encore... si je parlais en période historique, on a l'impression d'être encore au Moyen-Âge. Non, alors après j'ai peut-être un peu exagéré. C'est-à-dire qu'il existe des structures qui le font. Il y a le CEL par exemple, ou ce genre de structure. Moi ce que je déplore, c'est plus la communication et la manière de faire. Voilà, c'est plus ça, et je pense qu'il y a matière à lisser, à harmoniser un petit peu plus ça, et à rendre tout ça plus collaboratif, plutôt que chacun prenne des décisions dans leur coin. Mais je pense que le travail est fait, est en train d'être fait. Bon, on n'y est pas encore, c'est tout. D'accord, très bien. Stéphane, moi j'ai une question pour toi, donc LDLC Elven, mais aussi LDLC OL, donc du coup aussi bien une structure sportive qu'e-sportive. Qu'est-ce que tu penses du coup des ajouts des entités sportives, des entités e-sportives dans les clubs de sport, et surtout, d'après toi, quels sont les effets pour ces clubs? Les ajouts, c'est-à-dire les ajouts. Eh bien, le fait d'intégrer des équipes e-sportives dans des clubs sportifs. D'accord. Je pense que on rejoint un petit peu la stratégie globale qu'on pourrait imaginer de n'importe quelle marque qui a envie de toucher un jeune public. Le 15-35, maintenant, il n'est plus devant la télé. Le 15-35, il a ses propres codes. Si on veut lui parler, si on veut aller le séduire ou en fait trouver un moyen de l'attirer, il faut aller sur ses centres d'intérêt. Et l'e-sport est un de ces centres d'intérêt, très gros. Ouais. Comme tu l'as dit, la niche, c'est plus vraiment une niche. On est sur des chiffres maintenant qui sont très conséquents. Et l'e-sport est devenu vraiment un secteur important qu'on ne peut pas ignorer quand on est du monde sportif. Et pas que, parce qu'on parle du monde politique aussi. Tout à l'heure, on a eu l'exemple des échanges avec les représentants Occitanie et Montpellier. Je me demande si d'ailleurs l'Olympique Lyonnais ne devrait pas aller s'installer à Montpellier, quand on voit la motivation qu'il y a sur place. Oui, effectivement, ils étaient très très motivés, les gars. Je pense qu'ils ont envie qu'on s'implante chez eux, il n'y a aucun problème. Donc, n'hésitons pas chez LDLC. Bon, ça va être un peu compliqué pour l'OL. Mais du coup, sur cette idée, oui, il y a un besoin de toucher ce public. Il y a un besoin de toucher ce public. Et je rebondis même sur un petit peu sur la question qu'il y avait avant, où il y a quand même quelque chose à comprendre. Il y a des enjeux économiques, des enjeux politiques sur les jeux et sur la commercialisation des jeux qui peuvent impacter les éditeurs via des décisions qui sont prises sur des événements. Puisqu'inévitablement, ils sont propriétaires de la licence. Bien sûr. Le défaut, c'est que l'association de marques, le risque est pour la licence et pour l'éditeur en fin de chaîne. Donc c'est pour ça que souvent, ils bloquent et qu'ils coupent un petit peu les échanges. La difficulté, et où je le déplore aussi, il faut absolument arriver à avoir un degré de confiance avec les éditeurs qu'on a du mal à avoir. Mais là où je voudrais rajouter une composante, c'est que l'éditeur, il n'est pas forcément en bout de chaîne sur la décision. On l'a vu, les communautés, elles peuvent l'être aussi.
au-delà de l'éditeur, il y a des communautés qui ont fait plier les éditeurs sur de l'association avec des marques. Tu as des exemples, Stéphane? Il y a une certaine marque du Moyen-Orient qui s'était associée à une grande ligue internationale d'e-sport. Ouais. La marque a reculé. La marque a dû reculer parce que sa communauté a dit non. A dit non à cette marque, l'association n'était pas possible. Donc autant on parlait du monde du betting, mais en face de nous, on a des associations de marques qui peuvent être dangereuses en termes politiques, des associations de marques qui peuvent être dangereuses parce que le public, c'est souvent un jeune public, et dans ce cas-là, le monde du betting, sachant que vous avez des régulations différentes dans chaque pays, associer le betting à du jeu vidéo, c'est pas simple, ça a des implications économiques, ça a des implications légales. Associer l'alcool, associer des marques d'univers qui sont des univers pour adultes, normalement, c'est très compliqué sur format. Donc ces marques-là, on va pas pouvoir les intégrer facilement parce que le public en face, faut le rappeler, c'est quand même un jeune public. On a des publics mineurs et des réglementations qui sont différentes selon les pays. Donc l'éditeur, généralement, je vais pas le défendre de manière globale, mais il a une responsabilité sur ce public-là qui fait que si lui prend pas la décision, personne va la prendre pour lui et les risques sont pour son titre. Ok. Mehdi. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et puis, moi, je pense aussi qu'il faut surtout responsabiliser en amont aussi les clubs en n'acceptant pas toutes les marques. Nous, c'est notre rôle aussi en tant qu'agence, en tant qu'intermédiaire. On a eu des propositions de bière même sans alcool ou presque sans alcool. On a refusé. On a eu des propositions de paris sportifs, etc. Évidemment, de crypto. C'est pas quelque chose qu'on sent bien. Et pourtant, ils y vont à fond dans d'autres pays, aux États-Unis notamment. Mais les réglementations ne sont pas les mêmes aussi. Ah, c'est clair, mais clairement. Et puis en France, on a la loi E20 qui est très très contraignante et un peu floue d'ailleurs. C'est pour ça qu'on ne veut pas trop se lancer là-dedans. Mais effectivement, je pense que c'est une implication de tous les acteurs. Moi, ce que je disais juste en substance, c'était que comme le dernier mot, entre guillemets, revenait, même s'ils ont des pressions, évidemment de l'audience, parce qu'il y a des pressions économiques, le dernier mot revient un petit peu à l'éditeur et c'est pour ça que ça, je déplore un petit peu ça. C'est-à-dire que moi, j'aimerais pouvoir communiquer beaucoup plus facilement avec les éditeurs. C'est un message que je fais passer aux éditeurs. S'ils m'entendent, appelez-moi. N'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone quelque part sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Du coup, Stéphane, pour finaliser la question, je voulais savoir quels étaient les effets pour les clubs, justement, les clubs sportifs, d'incorporer des structures e-sportives. Est-ce que ça change quelque chose ou pas ? Disons qu'on est dans cette phase où les clubs commencent à le faire. Donc les effets, c'est pas encore facilement mesurable, mais l'audience, c'est déjà le premier point. C'est-à-dire qu'on va avoir des clubs sportifs, selon le sport, qui ont une audience qui est vieillissante. C'est une vraie problématique. On parle de certains sports qui sont en vraie difficulté parce qu'ils perdent des licenciés. Ils ont de moins en moins de licenciés en amont. Et ils ont des licenciés qui sont vieillissants en moyenne d'âge. Donc la vraie difficulté, elle est comment on va aller séduire ce jeune public pour le ramener sur mon sport. Et via cette composante d'e-sport, est-ce que j'ai une solution de ramener ce jeune public? Alors on peut pas faire tout et n'importe quoi. J'entends bien que ça serait intéressant que chaque fédé sportive ait son e-sport, mais ça peut pas, dans l'absolu, ça peut pas fonctionner comme ça. C'est pas si simple. Il faut l'intégrer dans la stratégie de la fédé. Il faut qu'il y ait une cohérence parce que tout le monde va pas faire une équipe de League of Legends dans les fédés sportives parce que coup, on est une fédé sportive, on n'est pas une fédé omnisport. À la limite, la fédé omnisport serait la fédé la plus légitime à faire ça. Mais il faut avoir une stratégie e-sport et pas forcément ouvrir une section sur un titre précis. Je pense qu'il faut utiliser et par des programmes d'action, il faut s'associer aux clubs e-sportifs. Pour moi, c'est ça la clé. C'est vraiment l'association entre les gens qui savent faire, donc toutes ces associations qui réunissent des joueurs d'e-sport qui existent, qui sont là, qui ont pignon sur rue ou qui des fois sont sur Internet. Il faut qu'ils se rapprochent du monde du sport. Ce qu'on a fait, nous, entre LDLC et l'Olympique Lyonnais au niveau professionnel, peut se faire au niveau associatif. On peut réunir ces deux univers et du coup, on aurait des experts de chaque univers qui viendraient proposer quelque chose de cohérent. Le danger, c'est d'ouvrir des sections e-sport à tout va, sans encadrement, sans connaître vraiment le terrain, et puis qu'après, on soit déçu des résultats, alors qu'en fait, on a mal travaillé le projet. Donc il y a un vrai sujet. Donc là,
j'ai une autre casquette évidemment qu'on n'a pas citée, mais que Nicolas représentait sur la réunion d'avant, sur un acteur comme France eSport qui vient essayer de se mettre en position de neutralité face à ces fédérations pour leur expliquer quelle stratégie elles pourraient utiliser. Parce qu'un club, en tant que tel, c'est pas si simple d'aller sur l'e-sport. C'est pas une stratégie, c'est une stratégie qui coûte de l'argent pour un club. Donc le retour sur investissement, il est déjà très difficile à identifier. Donc il faut lancer pour moi des rapprochements entre les clubs et des associations e-sportives parce qu'elles savent faire et que des fois le résultat sera bien plus intéressant pour ces clubs sportifs. Alors Stéphane et aussi pour mes autres intervenants, on parle de l'évolution de l'e-sport vers le sport. Est-ce qu'en termes de médias, il se peut que dans les années à venir, on commence à avoir des compétitions sur des chaînes? Réellement, je ne parle pas de S1, mais je parle sur des chaînes comme un match de foot, vraiment avec nos casteurs, mes commentateurs, dans un stade, dans une salle, vraiment comme ça, à heure de grande écoute, ou même carrément sur des chaînes françaises. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable? Est-ce que vous pensez que ça peut apporter à l'e-sport, ou au contraire, ça peut un petit peu rabaisser le truc? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Marie, toi. Mais en fait, je trouve que tous ces shows qui sont organisés, où on va avoir des streamers ou des e-sportifs qui vont faire du vrai sport, ouais. C'est plus de l'entertainment. C'est vraiment du show. Et c'est pas vraiment fait pour développer la discipline, je pense. C'est vraiment pour sortir un peu de ce qu'on connaît, de ces joueurs, de ces streamers, et de les mettre sur un terrain où ils vont être un peu plus en difficulté et voir comment ils vont performer en réel. Et je pense que c'est surtout ça que les gens ils ont envie de voir aussi chez les viewers. Et moi, quand je fais de la boxe thaïlandaise, par exemple, je le vois, les gens ils me sont habitués depuis 20 ans à me voir sur le terrain, mais en virtuel, sur des jeux de combat. Et puis là, ils se disent « Ouais, mais attends, Kayane, elle fait aussi du Muay Thai. Mais alors, qu'est-ce que ça donne en vrai ?» Eh ben, écoute, ils ont été ravis de voir ça. Apporter le ring. Alors, on va voir ça un petit peu maintenant, de suite. Apporter le ring, apporter les gants. Non, c'est bon, c'est bon. Mais en fait, c'est intéressant parce que les gens ils veulent vraiment voir en fait ce que ça peut donner. Et est-ce que ça apporte une réelle expérience d'avoir pratiqué un écran ainsi qu'arcade et ensuite de le voir sur le ring? Est-ce que ça apporte réellement quelque chose? Quelle est la relation entre le sport la pratique de la boxe thaïlandaise et le fait de jouer à un jeu de combat? Est-ce que c'est vraiment lié ou est-ce que finalement c'est très différent? Et moi, je remarque des similitudes qui font que j'ai envie de réunir ces deux mondes. Et Stéphane, il parlait des clubs sportifs qui veulent faire de l'e-sport, mais moi, je suis une e-sportive qui va vers le sport. Oui. Et c'est fascinant, en fait. Ces deux milieux-là, j'arrive à me rapprocher de personnalité sportive où en fait on a vécu dans des milieux très différents, mais au vu des similitudes, des choses, des expériences qu'on vit ensemble, enfin qu'on vit séparément mais qu'on va vivre ensuite ensemble, on se dit ah, t'as vécu tout ça avec tes voyages pour les tournois à l'autre bout du monde, t'as vécu telle galère, t'as vécu tel truc, dans ton combat, avant tu pensais de telle façon, mais moi aussi je pensais comme ça. Mais c'est un truc de fou parce qu'on se dit, mais c'est super différent ton milieu. Mais en fait, pas tant que ça. D'accord. Et c'est pour ça que lier le sport et l'e-sport aujourd'hui, surtout en vue de 2024, je trouve que c'est génial, quoi. Il y a tellement de choses à se raconter et à partager que c'est passionnant. Justement, alors on y reviendra tout à l'heure, tu parlais de 2024, on y reviendra tout à l'heure éventuellement sur une question. Mais oui, donc encore une fois, peut-être pour toi, je voudrais savoir Max, qu'est-ce que tu penses éventuellement si un jour on commençait à voir de grosses compétitions sur des chaînes françaises, à heure de grande écoute, vraiment comme un match de foot et autres, est-ce que ça apporterait quelque chose vraiment à l'e-sport? Est-ce que ça... Vas-y. Moi, c'est que mon humble avis, personnellement, je pense que garder ce système sur Twitch, sur YouTube, c'est une bonne chose. On a déjà vu des fois des personnalités de la télé qui venaient sur Twitch, on en parlait justement juste avant le plateau, ça s'est pas toujours très bien passé. Après, tout dépend de la manière dont c'est fait, je pense, et de comment c'est fait, et par qui aussi, parce qu'il y a toujours une question de légitimité. Je pense que est-ce qu'il y a des sports qui sont légitimes, des compétitions, des jeux qui sont légitimes à passer sur les... Ça peut démocratiser aussi. Ça peut démocratiser, effectivement. Mais après, je pense que
toutes les plateformes digitales sont déjà très bien développées, Ok. à mon avis. Je pense que la télé, pour moi qui suis encore jeune, c'est très vieillissant. Je pense que non, on ferait mieux de rester sur Twitch et sur YouTube. C'est mon simple avis. Très bien. Stéphane, je t'entends rire. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Est-ce que tu veux réagir à ça? Moi, je vais poser une question plus large. Est-ce que dans 20-30 ans, on pense que la télé telle qu'elle est maintenant, elle existera toujours? On a plutôt une inquiétude de se dire, est-ce que l'e-sport a besoin de la télé ou est-ce que la télé a besoin de l'e-sport? Moi, je pense que c'est la télé qui a besoin de l'e-sport. C'est pas l'e-sport qui a besoin de la télé, soyons clairs. Et j'irais même plus loin en répétant un petit peu ce que dit Max. Je pense que l'e-sport n'a pas besoin de la télé et l'e-sport n'a peut-être pas sa place sur la télé. Ça, alors, c'est mon avis. Mais Stéphane, vas-y. Ouais, c'est le problème de l'outil télé. L'outil télé, il est descendant, alors que l'e-sport, c'est communicant. Donc on a l'aller-retour avec Twitch, on est capable de parler sur les chats, on est capable d'échanger directement avec le programme. Retourner au mode de la télé, c'est pas possible. Le fait de subir et de pas être acteur, c'est quelque chose que nous ne répond pas à nos codes. Donc la télé, elle doit se révolutionner. Elle doit vraiment vivre une révolution pour pouvoir récupérer l'e-sport de manière cohérente. Mais justement, est-ce que ce ne serait pas révolutionner le monde de la télé que d'intégrer de l'e-sport sur les chaînes? Parce que ça va être dur de révolutionner, justement. Oui, mais qu'est-ce qui va faire venir des gens qui regardent sur Twitch? Une personne va la regarder sur TF1 ou M6 ou Canal+. J'en cite bien sûr. J'essaie d'en citer plusieurs. Mais ça se passe sur ES1 parce que c'est une chaîne spécialisée. Mais par contre, des chaînes d'audience à grand public, l'idée, l'intérêt, ce serait de montrer l'e-sport au grand public. Mais comme le grand public commence maintenant à aller sur Twitch, puisque les jeunes vont sur Twitch et le public fait que vieillir évidemment sur notre secteur, et il continue de se remplir avec les nouveaux jeunes, la génération Z et ainsi de suite. Je pense pas que on a intérêt on verra beaucoup de choses se développer sur la télé parce que le média doit changer d'abord. Donc est-ce que le média va prendre ce virage qui va permettre de récupérer ce jeune public pour pouvoir intégrer de l'e-sport? Et l'intégration de l'e-sport, ce serait qu'une conséquence en fait à ce virage. Ce serait pas une stratégie en tant que telle pour moi. Ok. Vas-y. Oui, dans la continuité, parce que je suis encore d'accord évidemment. Bien sûr. D'ailleurs, j'avais fait une conférence sur la télé du futur est-elle Twitch ou Twitch est-elle la télé du futur? Effectivement, il y a un problème de médias. Et à titre personnel, je pense vraiment que l'e-sport, il perdrait à intégrer la télé parce qu'il perdrait une composante essentielle qui est l'interaction. Ouais. Alors maintenant, moi je suis OK pour qu'on parle d'e-sport par contre à la télé. Parce que la télé fait encore beaucoup d'audience. Alors certes, elle est en descente, surtout pour les jeunes générations, les moins de 25 ans, ils ne regardent plus du tout la télé ou presque plus. Néanmoins, continue de faire des scores d'audience que Twitch ne fait jamais. Ouais. Et très clairement, quand on regarde Koh-Lanta, etc., pardon, j'ai cité une marque, mais qui fait 8 millions, 10 millions de spectateurs, on n'a pas ça sur Twitch, clairement pas. Par contre, on peut utiliser la télé comme stratégie pour communiquer sur l'e-sport. Et ça, moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir une émission ou plusieurs émissions, comme il y en a quelques-unes, en tout cas sur la TNT, qui parlent d'e-sport de temps en temps, ne serait-ce que pour rendre ça plus connu, ouais. Ce serait bien de parler autre chose que des salaires des joueurs à la télé. Ça, j'en ai marre. On parle des salaires des streamers maintenant. On voit des listes qui pop sur les réseaux. Il faut un gros leak pour qu'on puisse parler de nous à la télé en grande audience. Mais voilà, c'est fatigant d'avoir des sujets qui parlent toujours de la même chose et qui ne vont pas au fin fond de la vie des joueurs. Des sujets finalement qui ne nous intéressent pas. Bien sûr. Voilà. Parler des clubs comme faire un tour chez LDLC pour voir qu'est-ce que c'est en partenariat avec l'OM. Ce serait absolument génial. Et finalement, la télé, à part parler des salaires des joueurs et dire « Oh là là, regardez, ils sont jeunes, talentueux, mais ils sont joueurs, ils sont dans leur cave. » Et ils gagnent tant de milliers d'euros par mois. Il y en a certains qui sont millionnaires. Voilà, il n'y a que des titres accrocheurs comme ça, mais ils ne vont pas au fin fond de ce que c'est que le vrai quotidien des joueurs. En fait, finalement, ils ne vont pas vers l'e-sport, on ne sait pas ce que c'est, on n'apprend rien, on ne connaît que la partie émergée de l'iceberg sans savoir un petit peu les tenants et les aboutissants, tout ce qu'il y a derrière, toutes ces structures effectivement,
qui elles emploient, comment ça se passe, le recrutement. C'est des choses qui sont intéressantes à savoir, vraiment. Et clairement, mais ça, c'est intrinsèque à la télé. C'est-à-dire que depuis la fameuse formule de Lelay de TF1 qu'on cherche à la télé à vendre du temps de cerveau disponible, en fait, tout est axé autour de la polémique. Tout est axé sur ce qu'on appelle sur YouTube vulgairement le putaclic. Et c'est un peu ça, quand on regarde les émissions, c'est très captif. C'est très satisfaisant pour l'audience. Mais Twitch, c'est pas du tout construit de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'on y perdrait franchement à intégrer la télé. C'est pas du tout la même philosophie. Alors, j'espère que Twitch ne deviendra pas comme la télé, même si évidemment il y a aussi des marques qui arrivent et il y a de la publicité sur Twitch évidemment. Mais la philosophie de ceux qui ont produit ceux qui produisent les émissions, que ce soit sur Twitch ou à la télé, ben, ce sont pas du tout les mêmes. Et c'est pour ça que je préférais qu'on n'y aille pas. Voilà. Maintenant, il faut quand même en parler pour rendre ça populaire. Parlons d'influenceurs maintenant, s'il vous plaît. Je voudrais un petit peu voir, justement, est-ce que vous n'avez pas remarqué que ces dernières années, il y a une évolution de l'influence du jeu vidéo. Je veux dire par là, en fait, que beaucoup de joueurs deviennent des influenceurs, deviennent animatrices aussi. Est-ce que c'est dans la normalité? Comment vous voyez un petit peu cette évolution, justement, Marie? Moi, ça a été un peu malgré moi, parce que D'accord. j'ai toujours été une joueuse, devenue animatrice, et puis le terme influenceur, quand il est arrivé, j'ai détesté ce mot, et maintenant on me qualifie souvent soit de talent, soit d'influenceuse, je déteste toujours ce mot, mais... Oui, tu trouves ça péjoratif. Est-ce que vous trouvez ça péjoratif, ce mot influenceur? C'est péjoratif, parce que... D'accord. Ouais, je le déteste, parce qu'on dirait qu'on est là pour influencer les gens dans tous leurs achats, je trouve ça très péjoratif, leur je vous choix le dis. de vie, etc. Alors qu'en fait, je fais que partager des expériences, mais pas en me disant que faites la même chose, faites comme moi, vivez comme moi. Enfin, j'ai l'impression que quand tu appelles quelqu'un influenceur, il est payé pour que les gens imitent ta vie. Et c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. Mais maintenant, je le vois dans le quotidien. Vraiment, il n'y a pas un seul jour où je ne reçois pas un colis. Et pourtant, j'ai jamais demandé à recevoir tous les jeux, tous les collectors, tous les mangas, les BD de la Terre. Mais je fais partie, j'ai mon adresse qui est communiquée dans des agences de communication qui m'envoient des choses et qui s'attendent en fait à ce que j'en parle parce que j'ai, entre guillemets, de l'influence. Ça t'arrive de recevoir des choses, mais tu ne sais pas du tout ce que tu reçois. Tu tombes devant ça, tu fais ah bah, d'accord, ok, mais on t'a pas prévenu en amont. Je sais pas qui l'a envoyé. Ah oui, d'accord. Je reçois un produit et je me dis qu'est-ce que c'est que ça? C'est Mehdi. Oui, alors je reviens vite fait. C'est terrible ce qu'elle vit. Bah oui, c'est terrible. Je veux revenir vite fait sur cette définition d'influenceur parce que c'est terrible. Nous, on parle d'influenceur. Pourquoi? Parce que dans l'e-sport business, ou même dans le business d'une manière générale, c'est la seule manière d'être compris sur notre activité. Néanmoins, c'est un mot atroce et qui est insultant pour les deux parties. C'est-à-dire que c'est insultant à la fois pour ceux qui ont de la notoriété, parce que ça voudrait dire qu'ils sont cyniques, qu'ils voudraient manipuler les gens. Et c'est insultant aussi pour l'audience. Ça veut dire qu'ils sont suffisamment idiots pour être manipulés. Vraiment, c'est un mot atroce. Alors, on a trouvé des alternatives avec talent, avec ambassadeur aussi, etc. Ambassadeur, qui vient de plus en plus, qui revient de plus en plus. Ce mot ambassadeur, je pense qu'il est voué vraiment à faire disparaître. Bah oui, on n'appelait pas influenceur. En fait, ce côté populaire, utiliser la popularité de quelqu'un, ça a toujours existé depuis que le monde est monde. Hein. Bien sûr. C'est pas moderne, c'est pas propre à l'e-sport, c'est pas propre au marketing digital, ça a toujours existé de trouver des effigies aussi, enfin des hérégies plutôt, pas des effigies, des hérégies. On appelait ça aussi comme ça. Mais par contre, ce terme-là, il va falloir qu'on fasse un putsch pour le sortir vraiment du monde du business et qu'on fasse accepter les autres vocabulaires, quoi. Max. Et puis pour au final en remettre une petite couche sur la télévision, ce mot-là, influenceur, a été démocratisé par la télévision, par toutes ces émissions de télé-réalité qui ont pour but au final après de faire émerger des influenceurs et au final après de vendre des produits qui sont très souvent dropshipping ou peu importe que c'est, mais qui ne sont jamais vraiment de très bonne qualité et on ne sait pas d'où ça vient. Donc on en revient toujours un peu à la télé et changer au final les codes. Donc non, maintenant, je pense que le talent est peut-être plus approprié. Stéphane, toi aussi, tu veux réagir? Comment tu vois un petit peu ces jeunes qui sont tout d'abord compétiteurs et que d'un coup, on met en avant pour montrer une marque ou autre et tout. Comment tu le vois ça, toi?
Je pense que c'est aussi une maladie, alors je sais pas si c'est français ou si c'est autre, de toujours vouloir mettre un nom sur tout. Que ce soit influenceur ou ambassadeur ou autre, est-ce qu'il est nécessaire vraiment de mettre des noms, de catégoriser, de mettre dans des cases? On a toujours subi ça parce que les gens ne nous comprennent pas, donc on a besoin de découper. On a des passionnés qui ont envie de partager leur passion sur Internet. Alors il y en a qui, oui, vont commercialiser, qui vont plus avoir une tendance à développer un business là-dessus, mais d'autres pas du tout. Voilà, qui sont beaucoup plus humains dans leur contact. Je ne sais pas s'il est catégorisé, s'il est de les nommer aide ou n'aide pas, mais je pense que c'est un nouveau métier. Enfin, ça donne deux nouveaux métiers parce que on parle d'un joueur e-sport, il n'est pas influenceur à la base. Le joueur e-sport, il vit ses compétitions. Et je pense que Marie-Laure me rejoindra sur ce sujet. On n'est pas influenceur quand on est en mode compétition. Notre objectif, il est de gagner des compétitions. On a envie de participer à des compétitions et de gagner. Et là, c'est pas de l'influence qu'il y a derrière, c'est la notoriété qui apparaît derrière. Et de la notoriété, on choisit de développer ce qu'on veut faire. Alors on peut développer soit des mécaniques d'influence parce qu'on veut être ambassadeur de marque et donc on veut gagner de l'argent grâce à des contrats, soit on veut développer sa propre marque, soit on peut en faire ce qu'on veut de la notoriété. Mais est-ce que ça participe pas à la visibilité de la structure? Est-ce que ça participe pas à la visibilité de la structure? De la structure, tu veux dire du club? Oui, du club, lequel le joueur pourrait être et... Bien sûr, plus un joueur, je vais même aller plus loin, quand on négocie un contrat avec un joueur, la composante notoriété, elle pèse, évidemment. Je pense que quand un Messi arrive au PSG, dans son contrat, la composante de notoriété de Messi fait que derrière, on va vendre un certain nombre de maillots, donc on inclut le merchandising qui va exploser grâce à ça dans le contrat. Donc oui, la notoriété pèse. Au-delà et moi je parle plus de notoriété, pas d'influence. D'accord. Très bien. En même temps, j'ai envie de te dire que oui, effectivement, on peut parler de notoriété, pas d'influence, surtout dans le milieu du sport. Oui. Mehdi. Oui, et puis on peut faire une petite distinction entre les notoriétés aussi. Il y a des bonnes notoriétés, il y en a des mauvaises. Ouh là là, attention là. Il peut y avoir certains. Attention, Mehdi, ce que tu vas dire. Hein, coupez son micro. Je ne vise personne, absolument personne. Non. Mais effectivement, la notoriété en soi, c'est pas ça qui apporte réellement de la valeur. Il faut qu'il y ait justement de la valeur derrière qui soit véhiculée et qui ait un engagement de certaines personnes à se dire ok, j'aime bien suivre cette personne parce qu'elle véhicule des bonnes valeurs, des valeurs qui me ressemblent, qui me correspondent. Et c'est ça qui va avoir de la valeur pour les marques. Il y a deux fois le mot valeur, mais c'est pas le même sens. Ça fait rien. On avait compris, Mehdi. Je suis désolé. Merci beaucoup. Je suis désolé, notre table ronde se finit maintenant. On avait tellement de choses à dire, je ne vais pas vous mentir. Encore une fois, par rapport à la première table ronde, j'avais d'autres questions à vous poser. Mais on avait 45 minutes de délai pour cette deuxième table ronde. J'avais énormément de choses à vous poser. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Vous avez participé à cette table ronde. Vous avez vraiment vous ajouté, vous êtes vraiment une valeur ajoutée par rapport à votre passif, à ce que vous faites et autres. Donc merci à tous d'avoir participé vraiment à cette table ronde. Je rappelle qui était le sport, l'e-sport, l'influence média, quels effets sur les consommateurs. Merci Max Richard d'avoir été avec nous. Merci Max Richard, donc chargé du développement commercial, je le rappelle, chez Sporeo, donc merchandising, articles de sport. Merci beaucoup Max d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci beaucoup. Stéphane, qui n'était pas avec nous en présentiel, mais Stéphane, je te remercie, je te fais un gros bisou. Merci encore une fois d'avoir répondu présent à l'appel du Gondor. C'est super. Merci à toi d'avoir été avec nous en distanciel, donc CEO chez LDLC Event et LDLC OL. À mes côtés, j'avais aussi Kayane, donc animatrice, joueuse professionnelle, organisatrice d'événements et future combattante de Muay Thai professionnelle en Thaïlande. On l'attend tous, cette carrière. Que ça réouvre les frontières pour aller en Thaïlande et me faire un... Je veux absolument voir ça. Ouais, attention. Un training camp de boxe thaï, ce serait vraiment super. Carrément. Attention, bon, on a la future Tongpo avec nous, attention. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Kayane, autour de cette table ronde. Et merci Mehdi et Lali, donc CEO chez Newgo eSport, donc gestion de l'influence des marques dans l'e-sport. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous autour de cette table. J'espère que vous avez apprécié ce petit entretien, cette petite table ronde sur cette thématique un petit peu du sport et de l'e-sport. Merci à tous. Vous, les amis, qu'est-ce qui va se passer juste après cette conférence? Eh bien, nous allons rentrer dans la magie avec Cosinus, ce magicien des temps modernes qui sera ici avec nos invités. D'ailleurs, il me semble, Kayane, que tu vas... encore subir de la magie. Ne dis pas subir, c'est péjoratif.
péjoratif de dire. Si, parce que je comprends pas ce qui se passe. Donc Justement, c'est fait exprès. On comprend encore moins avec Cosinus quand il le fait, mais vous allez voir, moi, c'est bluffant. C'est bluffant, j'adore ce que fait Cosinus. Vous allez voir, il est fantastique cet homme-là. La France a un incroyable talent, je pense que c'est la magie avec Cosinus, je vous le dis. En tout cas les amis, nous on se retrouve d'ici quelques instants justement pour la suite du programme avec la magie et Cosinus. Et si l'on pouvait mettre encore une fois le programme de cette journée pour que vous puissiez voir vous un petit peu ce qui va se passer. Voilà, ensuite après le show, donc Magie Fit Kayane, show H1 et Fury présenté par Cosinus, vous aurez le show match FIFA, donc Afrique versus France. On continuera avec la Poker Race présentée par New Titeuf et 4 compétiteurs qui seront à ses côtés. Et enfin, on finalisera donc cette première journée d'Occitanie eSport 2021 avec la finale de la Kayane Cup, justement sur Guilty Gear Strive, effectivement présentée par toi et TPK. Oui, tout à fait. Donc soyez au rendez-vous à 16h30 pour de belles finales avec des joueurs vraiment reconnus au niveau national et européen qui vont s'affronter sur Guilty Gear Strive, le nouveau bébé de Bandai Namco sorti en juin. Tu nous en dis... Ah, tu nous en diras un petit peu plus. Qui parle là? TPK, je pense. C'est TPK encore? Non mais c'est pas possible ça, monsieur. Sécurité, s'il vous plaît. Bon, on se retrouve tout à l'heure 16h30 effectivement avec toi et TPK tout à l'heure au cast de cette Kayane Cup, de cette grande finale de Kayane Cup. Les amis, vous pouvez interagir encore une fois sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Regardez un petit peu Occitanie eSport sur Twitter, Occitanie eSport encore une fois sur Facebook et je le rappelle, hashtag sur les réseaux, hashtag OES 2021. Allez-y, faites-vous plaisir. Merci à nos partenaires, Région Occitanie, Métropole de Montpellier, 20 minutes, Énergie, Game One et ES1. J'ai envie de vous dire maintenant, place à la magie. Je ne sais pas si on a une petite pause. Est-ce qu'on a une petite pause? On a une petite pause? Allez, je vous laisse aller vous désaltérer, mais revenez très très vite, parce que maintenant, c'est le moment magique avec Cosinus. A de suite.